Place au débat sur l'affaire Papon avant d'entendre maître Arnaud Klarsfeld, l'avocat des parties civiles, et Francis Villemain, avocat de Maurice Papon. Virginie Hertz et Muriel Tornet rappellent les faits et reviennent sur les questions que l'on se pose encore aujourd'hui. Par exemple sur le temps qu'il a fallu pour juger Maurice Papon ou encore sur les difficultés qu'il a fallu surmonter pour le conduire en prison. Maurice Papon, le premier haut fonctionnaire français condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Il a fallu 19 ans pour juger cet ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, qui fut plus tard préfet de police de Paris et ministre sous la Ve République. 19 ans de procédure avec la pression et l'attente des victimes de la déportation et de leurs familles, un parcours judiciaire d'exception. Jusqu'à son arrestation vendredi dernier, Maurice Papon n'avait passé que 3 jours en prison. Il a été libéré dès le début de son procès en avril 1997 pour des raisons de santé. Une décision prise par les magistrats de la cour d'assises de Bordeaux. Malgré sa condamnation à 10 ans de prison, Maurice Papon restait libre. En attendant son pourvoi en cassation, Maurice Papon bénéficiait d'une protection policière rapprochée. Il y a 1 an, ce dispositif a été allégé. Qui l'a demandé? Papon ou la direction de la police? Pour l'heure, pas de réponse. Toujours est-il que le 11 octobre dernier, Maurice Papon peut quitter son domicile et le territoire français. Légalement, rien ne pouvait l'en empêcher. Bonjour Arnaud Klarsfeld, bonjour Francis Villemain. Avant de vous laisser débattre, quelques précisions, quelques informations à donner aux téléspectateurs. Maître Villemain, vous avez vu hier Maurice Papon. Dans quel état était-il? D'abord, je pense à sa santé. Et dans quel état d'esprit était-il? Effectivement, nous avons visité avec Jean-Marc Barrault, notre client, hier, à la prison de Fresnes, dans l'aile hospitalière et plus particulièrement dans le département des soins intensifs. Nous avons dû revêtir à cet effet la blouse du médecin, le masque devant la bouche, les chaussons aseptisés, le bonnet, toutes choses qui ont rendu cet entretien assez surréaliste. Sur le plan physique, il était très fatigué. Sur le plan moral, je dirais, égal à lui-même, serein, stoïque, très attentif à la suite que nous allons donner sur le plan judiciaire. Maître Varro a employé un terme hier pour préciser l'état d'esprit de Maurice Papon. Il emploie le terme de mépris de Maurice Papon. À l'égard de qui? Moi, je parlerai d'un état d'esprit confinant au stoïcisme. Quand Jean-Marc Varro a parlé du mépris, je pense que c'était un mépris dirigé à l'encontre de l'autorité judiciaire qui lui a refusé la dispense de mise en état, la dispense d'entrée en prison à la veille de son pourvoi en cassation, alors que la Cour européenne des droits de l'homme juge contraire au procès équitable cette obligation. C'est la raison pour laquelle il a préféré fuir. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il a décidé de partir sur un coup de tête sans organisation, pas de réseau gaulliste à 90 ans. Il n'y a plus de réseau gaulliste. Vous étiez en contact avec lui à ce moment-là. Mais on va revenir à l'occasion du débat sur la fuite, les raisons de la fuite et puis les conséquences, toujours sur les conditions de détention. Là donc pour l'instant il n'est pas en cellule, il est dans une chambre, évidemment dans une prison, mais dans une chambre d'hôpital-prison. Il sera transféré à quel moment, vous le savez? J'en ai aucune idée. Pour l'instant il est encore dans le département des soins intensifs, comme je l'ai dit, car il est observé de très près. Vous savez, c'est la première fois que l'on a un prisonnier en France dans sa 90e année. Serge Klarsfeld rappelait au journal du dimanche ce matin que Pétain est resté enfermé jusqu'à 96 ans, que Touvier et Barbie sont morts en prison. Maurice Papon pense, il a 89 ans aujourd'hui, terminer ses jours en prison. Vous parlez de Touvier et de Barbie, je ne vous permettrai pas cet amalgame. Ne confondons pas un milicien, un nazi, avec l'ancien préfet de police du général de Gaulle. Dans une lettre qu'il avait écrite à Sud-Ouest, publiée il y a quelques jours, le 17 octobre je crois, par Sud-Ouest, Maurice Papon laissait entendre qu'il pourrait rejoindre sa femme aujourd'hui décédée. Est-ce que ça veut dire qu'il pense au suicide? Je ne sais pas, je ne connais pas l'intimité de sa conscience. Je ne sais pas. Vous venez de dire que vous entendez continuer le combat, vous allez en parler d'une façon assez précise maintenant. Arnaud Klarsfeld, est-ce que pour vous, le combat est terminé aujourd'hui? Oui, là, le combat est terminé. En tous les cas, Maurice Papon est en prison. C'est l'épilogue d'un long combat judiciaire qui a duré 18 ans, qui a été marqué aussi par un changement de la conscience publique française, où encore au début des années 80, il a été écrit dans les livres d'histoire pour lycéens que les Juifs en France avaient été arrêtés par les Allemands et seulement par les Allemands, alors que 3/4 des Juifs de France ont été arrêtés par des uniformes français de la police française aux ordres d'hommes tels que Maurice Papon. Donc il a fallu changer la conscience politique, et cette décision de justice, cette décision rendue par
le peuple français, eh bien c'est un symbole. Ça veut dire que la génération, notre génération, eh bien refuse les hommes tels que Maurice Papon qui, au lieu de dire courageusement non ou alors de démissionner, ont servilement accompli l'irréparable, comme l'a dit Jacques Chirac dans son discours historique du 16 juillet 1995, où il reconnaissait la responsabilité de la France, de l'État français dans la déportation des Juifs. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est de donner à la nation des buts élevés et de changer la conscience morale et politique des hauts fonctionnaires et d'aller vers le bien au lieu d'aller vers le mal, ce qui aurait été le cas si Maurice Papon avait été libre ou n'avait pas été condamné. Et on a parlé tout à l'heure de Francis Villemain, a parlé des stoïques. Les stoïques, je les connais, les philosophes stoïques, ils se suicident souvent dans les cas tels que celui-ci. Maurice Papon, s'il avait eu un courage moral, eh bien il aurait pu se suicider. Il n'aurait pas été, la Cour de cassation ne serait pas prononcée. Il n'aurait pas perdu sa rosette de la Légion d'honneur. Donc Maurice Papon, on peut parler de Platon. Socrate a bu la ciguë alors qu'on lui avait proposé de fuir, tandis que Maurice Papon, eh bien, lui, a préféré une fuite qui est quand même assez minable, quand même, de se faire attraper dans un hôtel à Gstaad. C'est pas très glorieux. Alors moi, je répondrais tout simplement que la fuite, entre guillemets, de Maurice Papon n'en est pas une. C'est surtout un coup d'éclat un peu théâtral, un peu tragique, qu'il a voulu manifester par cela en se plaçant à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française, à Gstaad, dans un hôtel, au vu et au su de tout le monde, sans se cacher. Lorsque je l'ai visité hier matin, il m'a dit, après la déchéance de mon pourvoi, je m'attendais à être arrêté dans les 24 heures. J'ai attendu, ils sont arrivés. J'ai même tenté de dire, mais il ne l'a pas dit, qu'il a dû ressentir un certain soulagement. Il n'a pas une âme de fuyard, mais alors pourquoi comme je l'ai lu dans la presse. Pardonnez-moi, maître Villemain, mais pourquoi est-il parti? Il est parti en se décidant visiblement dans les tout derniers jours, de manière spontanée, je dirais épidermique, quand il a compris qu'on lui refusait la dispense de mise en état, d'entrer en prison à la veille du procès, condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Il a compris alors que ces moyens de cassation ne seraient pas examinés de manière partiale et que les jeux étaient faits d'avance, comme ils l'ont été par le passé. Voilà pourquoi il est parti. Mais c'est un départ montrant le fait qu'il ne se soumet pas. C'est difficile à justifier. Non, c'est tout à fait facile à dire qu'il est parti pour ne pas partir, quoi. Dans tous les cas, c'est pas la prison. Une cavale à Gstaad, à quelques dizaines de kilomètres de la police française, et quand j'entends les autorités s'enorgueillir de la merveilleuse coopération policière, en envoyant une photo comme quoi il était en Espagne avec Ola et tout ça. Bon, c'est pas très glorieux, mais je rappelle pour le problème de la prison qu'en 1982, mon père Serge Klarsfeld l'avait dit que si Maurice Papon reconnaissait dans une lettre de regret sa responsabilité dans la déportation des Juifs de Bordeaux et exprimait ainsi une sorte de pédagogie pour la France, pour les futures générations de hauts fonctionnaires, eh bien, il n'aurait pas déposé de plainte pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais à cela, Maurice Papon a dit, si c'était à refaire, je le referais. Alors à quoi? Que peut-on faire? Si c'est à refaire, je le referai. Quelle leçon? C'est bafouer les victimes. Quelle leçon pour la morale politique française? Ce n'était pas possible. Donc la machine judiciaire a été engagée, et une fois la machine judiciaire engagée, eh bien elle doit aller jusqu'au bout. Si Maurice Papon n'était pas allé en prison, le symbole aurait été que les magistrats de la cour d'assises l'ont libéré, que le peuple l'a condamné, que les autorités judiciaires l'ont laissé filer. Heureusement, avec la volonté à la fois du président de la République, du chef du gouvernement, du ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, eh bien quand il a fallu faire ce qu'il fallait pour que Maurice Papon ne soit pas en cavale et ne reste pas en cavale, eh bien tout a été fait pour le ramener, et aujourd'hui c'est une bonne chose. Alors c'est une question que je comptais bien vous poser aujourd'hui, Arnaud Klarsfeld. S'il s'agit du crime contre l'humanité, comment peut-on se contenter de simples excuses? De complicité de crime contre l'humanité. Et comment peut-on se contenter de simples excuses s'il s'agit de complicité de crime contre l'humanité? Je rappelle que le procès qui a eu lieu en 97-98, en janvier, s'orientait vers l'acquittement. L'acquittement devenait une hypothèse de plus en plus probable. Et vous l'avez senti. Et vous avez eu peur. Et vous êtes intervenu de manière spectaculaire. Je l'ai senti dès le début. Vous êtes arrivé de manière spectaculaire en mettant en cause, en diffamant publiquement le président des assises, au fin de manipuler cette cour d'assises. Qui avait libéré Maurice Papon. Pour imposer votre volonté et votre peine, la peine que vous aviez prédéterminée de 10 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci. Merci, puisque c'est... Mais le fait est qu'à ce moment précis,
on s'orientait vers l'acquittement. Ce n'est pas un fantasme d'avocat de la défense. Je lis la presse de l'époque. Il était écrit, faut-il acquitter Papon? Et là, vous intervenez. Et tout s'écroule. Les magistrats, eh bien, oui, tout s'écroule et Maurice Papon est condamné par le peuple français à 10 ans de prison. Qu'attendez-vous, puisque vous entendez continuer le combat, qu'attendez-vous de la Cour européenne des droits de l'homme? Alors nous saisirons dans les toutes prochaines semaines la Cour européenne des droits de l'homme, au fin de voir condamner l'État français pour manquement aux principes essentiels du procès équitable et particulièrement sur le point de cette nécessité archaïque d'entrer en prison à la veille de l'examen d'un pourvoi en cassation. Et d'ailleurs, je constate dans toute la presse que tout le monde dit aujourd'hui que cette disposition est un archaïsme, puisque ça consiste à demander à une personne de s'infliger à elle-même une peine de prison non encore définitive pour ce motif précis que la Cour de cassation n'a pas encore statué par hypothèse. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'il faut la supprimer, mais appliquons-la une dernière fois à Maurice Papon, même si c'est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut aussi trouver insolite le fait qu'un homme condamné à 10 ans de prison se retrouve libre et avec une surveillance relativement allégée. C'est la décision de la cour d'assises au début du procès. Si Maurice Papon n'avait pas été mis en liberté au début de ce procès, il n'y aurait pas eu de procès. Il a voulu ce procès. Il était en Espagne à l'époque. Il aurait pu ne pas venir. Il est venu. Quand on parle de lâcheté, je rappelle qu'il est venu au procès. Et il est venu espérant ne pas être condamné et sachant qu'il allait être mis en liberté, ce qui a été le cas, et c'est pour ça que nous sommes opposés au président Castagnède. Maurice Papon, au moment où il entre en prison au début du procès, ne sait pas qu'il va être libéré. Il ne pense pas avoir une chance sur 1000. Et il l'est. Le procès a eu lieu et il se défend. Et vous intervenez et orientez magistralement par des voies non judiciaires, mais médiatiques, pour imposer votre diktat. Vous orientez le procès du sens dans lequel il allait, celui de l'acquittement, pour aller vers la condamnation. Mais tout n'est pas fini. Vous me prêtez beaucoup de pouvoir, mais malheureusement tout est fini. Et Maurice Papon, qui avait rappelé qu'il était entré très jeune à Sciences Po, eh bien, est entré très vieux en centrale. Rien n'est fini. Le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme sera déposé. Pour l'instant, la demande de grâce présidentielle pour des motifs médicaux est différée en raison des événements des derniers jours. Mais cela devra revenir plus tard. Ça veut dire que vous êtes décidé à le faire, demander... Pour l'instant, c'est différé, nous en reparlerons. Mais différé à quand 2002, après 2002, est-ce que... Laissez-nous le choix vous intégrez du moment où nous formulerons cette demande de grâce pour des motifs médicaux, mais je crois qu'entre les deux positions extrêmes qui furent celles de François Mitterrand et celles de Jacques Chirac en 1995, François Mitterrand, pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons d'unité nationale, avait la position que l'on sait, qui était celle aussi du général de Gaulle. Jacques Chirac, pour des motifs lui aussi qui lui sont personnels, et pour d'autres motifs d'ordre historique, a fait la déclaration de 1995. Qui devait certainement être faite. Est-ce qu'on peut rappeler cette déclaration? On rappelle cette déclaration. La fois où un président de la République reconnaissait le rôle de la France, de l'État français, et bien dans le processus de déportation des Juifs, et il a dit que ce jour-là, le jour de la rafle du Val-d'Hiv, la France accomplissait l'irréparable. C'est un discours historique parce que c'est un discours qui rappelle ce qu'a été l'histoire de Vichy et le rôle de l'appareil d'État dans la déportation des Juifs. Et c'est un discours d'une grande portée à la fois nationale et internationale, puisqu'elle redonne à la France une image qui est positive dans ce sens et qui fixe une éthique de morale politique élevée. Et c'est un grand bienfait que Jacques Chirac a apporté par son discours. Absolument, et c'est bien mon avis aussi. Il a eu raison de faire ce discours. Mais entre la position de François Mitterrand et celle qui fut celle de Jacques Chirac en 1995, entre ces deux positions, je dirais, extrêmes, n'y a-t-il pas maintenant une solution intermédiaire pour recouvrer cette unité nationale, pour faire cesser ces fractures? N'y a-t-il pas une solution intermédiaire qui consisterait, après que le procès ait eu lieu, après que la condamnation ait eu lieu, qui consisterait, pour le président de la République, plus tard, lorsque nous le lui demanderons, de donner une grâce médicale à Maurice Papon, l'actuel président de la République, Jacques Chirac, oui. Donc c'est auprès de lui que vous ferez cette demande? Oui. Donc manifestement, le combat n'est pas terminé. Vous semblez mettre beaucoup de cœur dans cette défense de Maurice Papon. Beaucoup de cœur, vous savez, vous allez visiter un homme dans sa 90e année, dans les circonstances dans lesquelles nous l'avons visité hier, il y a quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, de tragique,
de surréaliste de voir. On parle de lâcheté, on a parlé de lâcheté à propos de Maurice Papon. Moi je trouve que la lâcheté, c'est celle de notre génération. De notre génération qui ressent, pour condamner la génération de nos parents, nos grands-parents plutôt, ces 2 générations en arrière, notre génération lâche qui ressent le besoin, pour se donner bonne conscience, d'user de la méthode du bouc émissaire. La méthode ancestrale et ignoble du bouc émissaire qui consiste à prendre l'un des Français qui ont maintenant plus de 80-90 ans, fonctionnaires sous l'occupation, symbolisant la France, le prendre et le sacrifier. Un bouc émissaire n'a par définition rien fait. Maurice Papon a été au poste qu'il a occupé, a eu les fonctions qu'il a occupées et a signé les documents qu'il a signés en toute connaissance de cause, étant pétri pourtant sorti des grandes écoles, ayant fréquenté le lycée Montaigne, ayant été à Louis le Grand, ayant été, je l'ai dit tout à l'heure, à Sciences Po. Et bien malgré ce bagage humaniste, il a accompli l'irréparable et c'est pour ça qu'il a été condamné, parce que s'il n'avait pas été condamné, eh bien l'image de la France en aurait été ternie. Voilà, messieurs, je vais être obligé de conclure avant de recevoir tout à l'heure Jamel Debbouze. Donc on a bien compris les initiatives que comptent prendre Maître Varro et Maître Villemain, mais on peut penser que quelle que soit la décision de la Cour européenne, elle pourrait être que symbolique. Est-ce que pour vous, les Klarsfeld, ce combat que vous menez depuis tant d'années est définitivement terminé? Moi, sur ce chapitre-là, oui, il est définitivement terminé par la condamnation de Maurice Papon, par les affaires Le Guen, Bousquet et Touvier, et par la déclaration de Jacques Chirac. Oui, pour l'instant, enfin, on ne sait jamais, hein, Maurice Papon peut espérer que Le Pen prenne le pouvoir en France dans 20 ans, et que finalement il devienne un héros national. Mais dans ce sens-là, il aurait mieux fait de se suicider, ça aurait eu plus de gueule. Merci Platon. J'aurais voulu simplement dire, vous venez de dire que la condamnation de la France par la Cour européenne... Non, la décision, j'ai pas dit la condamnation. La décision, dans le cas d'une condamnation, serait je ne préjuge pas. Serait essentiellement symbolique, mais le symbole a son importance. Sur un plan moral, c'est capital pour notre client. Et je vous rappelle qu'en pleine construction de l'Europe et du droit européen, cette Cour européenne des droits de l'homme, en germe, est la future Cour suprême européenne. Ce point de la Cour européenne des droits de l'homme est de la poudre aux yeux, d'ailleurs. Absolument pas. Et l'avocat général près de la Cour de cassation a bien rappelé que les faits n'étaient pas semblables. Voilà, merci Maître Klarsfeld et Maître Villemain pour cette participation à ce débat qui sera peut-être le dernier, qui sait, sur cette affaire. Nous allons parler d'une façon beaucoup plus légère de l'enfermement avant de recevoir Jamel Debbouze, mais d'un enfermement volontaire. Il s'agit d'une expérience insolite en Hollande. 9 personnes, hommes et femmes qui ne se connaissent pas et qui acceptent de vivre ensemble pendant 100 jours, pendant 3 mois, qui acceptent aussi de se laisser filmer nuit et jour, partout, y compris sous la douche par des caméras télé, celles de la chaîne